De réponse, Carroll s'aventure dans l'une des zones les moins connues de l'ADN. De vastes étendues, appelées autrefois ADN poubelle. Cette matière noire du génome est un territoire mystérieux, inexploré, étrange. Car près de 98% de la double hélice ne code pas les protéines qui fabriquent notre corps. Les gènes actifs ne représentent que 2%. Le rôle exact de cette immense région non codante intrigue les détectives de l'évolution comme Sean Carroll. Voilà la bande. C'est le test de fragmentation? Oui. Sachant que le gène pinceau est identique chez les deux types de mouches, le scientifique approfondit son exploration de leur ADN. À un endroit, juste à côté du gène pinceau, il découvre un élément important. Un fragment d'ADN différent sur la mouche aux ailes tachetées. À quoi cela correspond-il? Carroll tente alors une expérience. Il transfère le mystérieux fragment de la mouche aux ailes tachetées à l'autre mouche. Et pour mieux voir l'effet produit, il le lie à un gène de méduse, celui qui la rend luminescente. On découpe l'ADN en petits morceaux et on l'accroche à une protéine qui luit dans l'obscurité. Ensuite, on l'injecte dans la mouche sans tache. Une chose remarquable se produit. Des taches sont apparues sur les ailes et elles brillaient dans le noir. Curieusement, ce fragment a activé le gène pinceau chez la mouche qui ne présentait pas de taches noires. Elle montre à présent des taches lumineuses. Bingo! On avait trouvé le bon morceau d'ADN. La découverte de Sean Carroll révolutionne notre compréhension de l'évolution physique des animaux. Appelés switch, ces fragments d'ADN agissent comme des interrupteurs. Ce ne sont pas des gènes. Ils ne fabriquent pas les cheveux, les cartilages ou les muscles. Mais ils activent ou inhibent le gène correspondant. Les switches sont très importants parce qu'ils déclenchent les gènes à un endroit et à un moment bien précis. Et donc, ils déterminent le schéma des taches, des rayures et des motifs du corps des animaux. Dans le cas de la drosophile, c'est une mutation, un changement mineur des bases de l'ADN qui a activé le gène pinceau. Ainsi, une toute nouvelle espèce aux ailes tachetées a été créée. Ce qui nous ramène à ce que Darwin avait vu dans l'embryon de serpent. L'esquisse de pattes. Darwin était convaincu que le serpent descendait d'un tétrapode, un animal à 4 pattes. Depuis, ce même phénomène étrange, la perte de membres, a été observé chez d'autres animaux, comme la baleine. Ces nageoires pectorales possèdent tous les os des pattes avant d'une créature terrestre, même ceux des doigts. Plus bas dans son squelette, on trouve les vestiges d'un bassin. À l'évidence, le lointain ancêtre de la baleine arpentait la terre ferme. De nombreux animaux ont évolué vers la reptation, comme les serpents. D'autres nagent, comme les baleines. Et quand on a besoin d'un profil aéro ou hydrodynamique, il vaut mieux se débarrasser de tout ce qui dépasse, donc des membres. Le lamantin est lui aussi un énorme mammifère qui vit dans la mer. Et lui aussi a perdu ses pattes postérieures.
comment? Darwin n'aurait jamais pu répondre à cette question. Mais grâce à notre connaissance du rôle des switches, et grâce à un tout petit poisson, nous pouvons à présent lever un coin du voile. Dans ce lac de Colombie-Britannique habite un animal qui ne devrait pas être là. L'épinoche. La plupart d'entre elles vivent dans l'océan. Mais il y a quelques 10 000 ans, quelques-unes sont restées piégées ici, coupées du Pacifique. Avec le temps, elles ont évolué. Les nageoires de l'épinoche de mer ressemblent à des épines. Elles leur servent de défense. Pas facile en effet d'avaler un tel poisson. Les épinoches d'eau douce, en revanche, ont perdu ces pics acérés. Les chercheurs David Kingsley et Dolph Schluter ont tenté de comprendre pourquoi. Ils ont commencé par identifier le gène qui était à l'origine des épines. Il fait partie des gènes dits homéotiques, ceux qui décident du plan d'organisation de l'organisme. Et il est en fait identique chez l'épinoche de mer et l'épinoche lacustre. Pourquoi n'a-t-il pas été activé chez l'épinoche d'eau douce? Pour David Kingsley, c'est sans doute à cause d'un switch. Nous savons que ces switches existent, mais ils sont encore très difficiles à trouver. Il n'y a pas de code génétique nous permettant de lire la séquence d'ADN et d'en localiser un pour activer un gène. Après une minutieuse analyse de l'ADN non codant, le chercheur repère enfin une section d'ADN qui a muté chez l'épinoche d'eau douce. Cette mutation signifie que l'interrupteur est cassé et qu'il n'a pas activé le gène qui fabrique les épines. Cette découverte pourrait avoir des implications majeures. Les deux hommes sont en effet convaincus qu'il y a un lien entre l'épinoche qui perd ses épines et d'autres animaux, comme le lamantin, qui perdent leurs pattes. Deux indices confortent leur théorie. Tout d'abord, le gène homéotique responsable des épines de l'épinoche joue également un rôle dans le développement des membres postérieurs. Pour le deuxième indice, la prudence est de mise. L'épinoche lacustre a certes perdu ses épines, mais l'évolution en a laissé de minuscules vestiges. Des traces d'os. Et ces os sont asymétriques, plus grands à gauche qu'à droite. On s'est dit que ce serait incroyable si cette dissymétrie était la signature du même gène, qui contrôle aussi la perte des membres postérieurs chez des animaux complètement différents. David Kingsley et son équipe partent donc à la recherche de ce schéma asymétrique chez le lamantin. Et ils le trouvent. Tous les squelettes observés présentent des os pelviens plus larges à gauche qu'à droite. Aujourd'hui, David Kingsley cherche chez le lamantin le switch qui a privé l'épinoche de ses épines. S'il le découvre, il aura résolu un problème qui a tenu Darwin en échec. Comment l'évolution a fait perdre leurs pattes à des animaux comme le lamantin, la baleine et le serpent. Tout ceci appelle une nouvelle question.
Si certaines caractéristiques physiques des animaux, les taches sur les ailes, les épines ou les pattes arrière, dépendent autant des switches, qu'est-ce qui actionne ces switches? Pour tenter d'y répondre, les scientifiques se tournent vers de petites bêtes que Darwin connaissait bien, les pinsons des Galapagos. Arkat Abjanov et Cliff Tebin ont passé des années à tenter de comprendre comment les différentes espèces ont acquis leur bec distinctif. Ils sont partis du postulat de Darwin. Le bec est un élément crucial de la survie des oiseaux. Sur une île où les graines constituent la nourriture principale, il est court et robuste pour pouvoir les ouvrir. Sur celle où les fleurs poussent en abondance, il est long et pointu pour aspirer le nectar et le pollen. Les chercheurs savent également autre chose. Les pinsons naissent avec leur bec complètement formé. Ce qui cause les différences doit donc se produire au stade embryonnaire. Il se passe une chose incroyable dans l'œuf. Les gènes s'activent et s'inhibent. Et c'est la manière dont ils le font qui détermine quel genre de pinson se développe. La première phase de l'étude passe par la collecte des œufs. La voilà. Elle vient de rentrer. Elle va couver. Elle a sûrement déjà pondu. Elle ressort. Dans le nid d'un géospis à gros bec, Arkat Abjanov ne trouve qu'un œuf. Il ne le prend pas de peur que la mère abandonne le lieu. Dans le suivant, qui contient déjà 3 œufs, il en prélève un. Il sait que la mère en pondra un autre à la place. Les 2 hommes recueillent plusieurs œufs dont les embryons sont à différents stades de développement. Ils pourront ainsi suivre pas à pas la croissance des becs. L'observation démarre dès leur retour au labo. Voici l'embryon du géospis à bec conique et celui du géospis à gros bec. La différence est déjà très marquée. Ce qu'on voulait comprendre, c'est quels gènes sont responsables de la forme du bec et donnent un bec gros et large, un bec long et effilé ou encore un bec court et fin. Les 2 chercheurs se concentrent sur un groupe de gènes connus pour contrôler la croissance du bec. Ils font alors une observation surprenante. Chez le géospis à gros bec, un gène homéotique bien précis s'active au 5e jour de développement. Mais chez le géospis à bec conique, il ne se déclenche que 24 heures plus tard. Cette découverte est capitale. Ce sont les mêmes gènes qui fabriquent le bec de tous les pinsons. Les différences viennent du moment et de l'intensité de leur activation. On avait mis le doigt dessus. Ce sont les mêmes gènes qui font un long bec pointu ou un gros bec large. Ce qui fait toute la différence, c'est la puissance du gène, à quel moment il s'active et à quel moment il s'inhibe. Mais l'équipe n'est pas au bout de ses surprises. Ce gène a quelque chose de particulier. Comme tous les gènes homéotiques, il ne fabrique pas vraiment de la matière. Ce n'est pas lui qui est à l'origine du cartilage qui constitue le bec des pinsons. Il actionne des switches qui, à leur tour, déclenchent ou inhibent les gènes qui fabriquent le bec. Les scientifiques savent désormais que tous les gènes ne sont pas égaux. Certains forgent la matière de notre corps, mais il faut des switches pour les mettre au travail. Ce sont les gènes homéotiques qui commandent ces switches et qui dirigent le chantier. Ce système complexe entraîne d'énormes différences entre les espèces. Avoir compris cela
nous aidera peut-être à résoudre l'un des plus grands casse-têtes darwiniens, le mystère des grandes transformations. Revenons à présent au concept de l'arbre de vie de Darwin. Toutes les formes de vie sont apparentées. Elles descendent d'un ancêtre commun et au fil de plusieurs milliards d'années, elles ont changé et se sont diversifiées de sorte que des animaux identiques au départ ont évolué en espèces totalement différentes. Depuis, les scientifiques ont établi des liens surprenants. Ainsi, les dinosaures et les oiseaux ont un ancêtre commun. Et c'est un poisson qui a fini par donner tous les animaux à 4 membres, les humains y compris. De toutes les idées de Darwin, l'arbre de vie était sans doute la plus révolutionnaire. C'était une chose de comprendre comment 2 espèces de pinsons se diversifient, comment leur bec se modifie. C'était un petit pas. Mais les grandes différences, par exemple, entre les poissons et les animaux terrestres, comment ces changements se sont-ils produits? Diverses traces de ces grandes transformations sont apparues au fil du temps. 1 an après la publication du livre de Darwin de l'origine des espèces, des paléontologues ont ainsi mis au jour le fossile d'un animal qu'ils ont baptisé Archaeopteryx. Il présentait à la fois des caractéristiques d'un oiseau et d'un dinosaure. Darwin lui-même voyait des preuves tout aussi convaincantes lorsqu'il étudiait des embryons. Ces fentes, situées près des oreilles de toutes les créatures terrestres, y compris les humains. Chez nous, elles deviennent les osselets de l'oreille moyenne. Mais chez les poissons, elles se transforment en ouïes. Faut-il en conclure que les animaux terrestres descendent des poissons? C'est plus que tentant. Mais se pose alors la question de savoir comment un poisson a pu se retrouver doté de pattes qui lui permettent de marcher sur la terre ferme. Darwin n'en avait pas la moindre idée. Quelques 130 années plus tard, le paléontologue Neil Shubin s'est passionné pour la même interrogation. C'était fascinant. D'un côté, il y avait une nageoire, de l'autre un membre, et ils étaient très différents. C'était un problème scientifique qui méritait que j'y consacre mes recherches. Et c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans. La première étape consiste à trouver un fossile. Si Darwin a raison, il doit y avoir quelque part une forme transitoire, un fossile de poisson qui aurait un début de patte. Mais où? Les archives fossiles montrent que les vertébrés terrestres sont apparus il y a 365 millions d'années. Avant, il n'y avait que des poissons. Fort de ce premier indice, Neil Shubin choisit de se rendre plusieurs étés de suite sur l'île d'Ellesmere, à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord. Ici, en effet, la roche correspondant à cette période transitoire cruciale est à nu. Le paysage est austère et désolé. Il fait froid, on gèle tout l'été, les vents soufflent à 80 km à l'heure, il y a des ours polaires, alors on a des fusils. On ne peut qu'aimer cet endroit. C'est ma résidence d'été. Les expéditions coûtent cher, et les résultats des 3 campagnes précédentes ayant été peu concluants, Neil Shubin hésite à en entreprendre une 4e. J'ai demandé à mes collègues si on devait y aller, si ce n'était pas jeter l'argent par les fenêtres. C'était un moment critique. On a failli ne pas venir. Finalement, il décide de se donner une dernière chance. Au bout de 3 jours de fouilles, ils sont toujours bredouilles.
Et puis, alors qu'il commence à perdre espoir, Je travaillais à côté d'un collègue quand il s'est écrié « Hey, c'est quoi ça ?» La bouche d'un poisson émergeait de la paroi. Et pas n'importe lequel. Un poisson à tête plate. Quand on a vu ce fossile, pris dans des roches de 375 millions d'années, on a su qu'on avait trouvé ce qu'on cherchait. Une tête aplatie et des yeux haut placés, c'est le signe d'un animal qui sort la tête de l'eau. Et pour ce faire, il lui fallait quelque chose ressemblant à des pattes. On s'est mis à crier et à sauter de joie. On n'était que 6, mais on a fait un de ces raffus. Dès leur retour, Neil Shubin et son équipe étudient leurs trouvailles. Ils la baptisent Tiktaalik, qui signifie poisson d'eau douce en inuit. Tiktaalik est une forme transitoire idéale. Son corps est en grande partie celui d'un poisson et il est recouvert d'écailles. Mais il possède également un curieux attribut. Une nageoire ressemblant à une patte antérieure ou une patte antérieure ressemblant à une nageoire. Tiktaalik a la même structure osseuse que celle présente au niveau des membres de tous les tétrapodes. Un premier os assez grand en haut, puis 2 os, et enfin une rangée d'os représentant le tarse ou le carpe. C'est un schéma qu'on retrouve chez tous les animaux, depuis le mouton jusqu'au chien de berger, en passant par l'homme. Et nous voici avec un animal qui peut se soulever du substrat dans l'eau ou sur terre. Pourquoi Tiktaalik a-t-il acquis cette nouvelle ossature? Les autres fossiles découverts près de lui pourraient nous éclairer. De grands poissons prédateurs de près de 4 mètres de long vivaient dans le même habitat. Tiktaalik est une proie. Pour échapper à ses prédateurs, il n'a pas une infinité de solutions. Il peut grossir, se cuirasser ou se sauver. Neil Shubin pense que Tiktaalik a choisi cette dernière option. Avec ses nageoires ressemblant à des membres, il aurait pu se traîner jusqu'en lieu sûr, sur la terre ferme. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Ça n'explique pas le mécanisme génétique par lequel, au lieu d'une nageoire, on a une patte. Tiktaalik étant vieux de 375 millions d'années, il est impossible d'analyser son ADN. Neil Shubin doit trouver un de ses cousins, un poisson apparenté, toujours en vie. Il nous fallait un spécimen appartenant à la bonne branche de l'arbre évolutionnaire, mais qui est aussi une nageoire très charnue. Alors on est parti à la pêche. Plusieurs espèces répondent à ces critères. La préférence du paléontologue va à l'une d'elles en particulier. Le poisson spatule. Ce sont de drôles de poissons. Ils ont un rostre très allongé. Et ils sont voraces. Dans un même bassin, le taux de mortalité est très élevé parce qu'ils se dévorent entre eux. Cet habitant des eaux peu profondes du Mississippi est un fossile vivant. Les scientifiques ont passé des années à étudier les liens de parenté entre diverses espèces de poissons. Ils savent que le poisson spatule est l'un des derniers survivants de la classe à laquelle appartenait Tiktaalik. Mais contrairement à son lointain cousin, on le trouve en abondance.
On consomme les œufs du poisson spatule. Il suffit donc d'aller les chercher dans les élevages. Curieusement, le poisson spatule est encore plus primitif que Tiktaalik qui est éteint. Ses nageoires ressemblent beaucoup moins à des pattes. Étant apparentés, tous deux devraient cependant avoir le même patrimoine génétique.